Bienvenue à vous sur Médiane TV et sur le plateau d'Once Dito. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour un nouveau rendez-vous. Bien sûr, deux thématiques. En fin d'émission, je serai avec le docteur Tawfiq Bouhmidi, les généralistes. On fera le point sur le check-up ou le bilan santé. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais avant, un sujet d'une très grande importance. Vous allez mal, vous vous sentez mal, on vous fait une batterie d'examens et on vous trouve absolument rien. On vous dit d'arrêter de somatiser. La somatisation, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être, derrière ces douleurs? Eh bien, des spécialistes répondront à ces questions dans un instant. Restez avec nous. La somatisation, donc, notre premier sujet du jour aujourd'hui avec deux grands spécialistes. Bonjour, docteur Benkiran Saadi Mohamed. Bonjour. Alors, vous avez un CV bien rempli. Vous êtes d'abord médecin ORL, chirurgien maxillofacial. Et en complément, vous vous êtes spécialisé dans la chromothérapie, c'est la thérapie par la couleur, l'acupuncture, la sujocthérapie. Vous êtes également spécialiste en biorésonance et en pranathérapie. J'ai bien prononcé tous ces mots? Pranathérapie, exactement. Eh bien, on va essayer de comprendre tout cela dans un petit moment. Et bien sûr, avec vous également, docteur Mouna Lohman, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin algologue, ça veut dire que vous êtes spécialisé dans la douleur. Vous êtes également psychothérapeute et médecin psychosomaticienne à Casablanca. Bonjour, merci d'être là. Donc, nous allons essayer de comprendre ce phénomène de somatisation. Quand des personnes se plaignent de douleurs, ne se sentent pas bien, vont voir plusieurs médecins, circulent d'un spécialiste à un autre et on dit à la personne « mais vous n'avez rien, arrêtez de somatiser » avec une petite connotation parfois négative. Donc, vous êtes psychothérapeute et médecin psychosomaticien. Qu'est-ce que c'est exactement la somatisation? C'est quoi la différence avec la psychosomatisation? Et c'est quoi la différence avec l'hypocondrie? Alors, ce qui est important de définir, c'est que la psychosomatisation réfère tout d'abord à un état de fait, parce que notre psychisme n'est pas déconnecté de notre corps. Le corps ne peut pas tomber malade sans que l'appareil psychique en soit au courant, du moins, et l'appareil psychique peut tomber malade et entraîner le corps avec lui. Donc la psychosomatisation est un état de fait, ce n'est pas un type de maladie, du moins à mon sens. Donc la définition dans une dynamique freudienne, c'est que quand l'appareil psychique, c'est-à-dire notre appareil mental, est dépassé par un certain nombre de conflits qui n'ont pas été résolus, des traumatismes, notamment dans l'enfance, qu'on n'a pas pu travailler, verbaliser, eh bien ce conflit va à un moment ou à un autre être transvasé vers le corps, qui va devenir le support de ce malaise. L'expression de ce malaise. L'expression de ce malaise. Donc effectivement, si on s'acharne dans un bon esprit au début à trouver une cause organique à cette maladie, à cette dysfonction, à cette souffrance, il est fort probable que nous ne trouvons rien dans un premier temps au niveau du corps. Okay. Alors que le problème est à l'étage supérieur dans l'appareil psychique. Si le problème se chronifie, il y a des chances que des séquelles apparaissent au niveau du soma et effectivement une maladie en bonne et due forme puisse prendre. C'est quoi le soma? Le soma, c'est-à-dire le corps. Ok. Alors donc on parle de psyché en parlant de l'appareil psychique et de soma en parlant du corps, d'où le terme psychosomatique. Mais communément on dit arrête de somatiser. Somatiser, c'est différent de psychosomatiser? Alors, allez-y, docteur. Alors, la somatisation, c'est ce transfert qui se fait de l'esprit, de la psyché vers le corps. C'est-à-dire l'action d'exprimer dans son corps un malaise d'origine psychique. Mais pour simplifier aujourd'hui pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'on utilise comme terme? Somatiser ou psychosomatiser? Alors le terme savant, c'est psychosomatiser, et le terme courant, c'est la somatisation. On reste sur la somatisation. C'est différent de l'hypocondrie? Alors l'hypocondrie, c'est une des formes de psychosomatisation. Donc il y a, là on va rentrer dans différentes catégories, où il y a effectivement une maladie réelle, biologique, qui va entraîner des conséquences psychiques, ou alors il y a une maladie psychique qui va se manifester par des somatisations, ou alors il y a... Mais parce que, derrière ma question, je fais référence en fait aux malades imaginaires. Souvent, quand on parle d'hypocondrie ou de somatisation, c'est l'imagination. Tu fabules, tu racontes n'importe quoi. Ah non, tout à fait. Je pense qu'il est clair qu'il faut rectifier ce genre d'interprétation. L'hypocondriaque, puisque vous avez choisi ça, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Il n'est pas du tout dans une dynamique de simulation. Mais l'hypocondriaque pense qu'il est atteint de toutes les maladies. Tout à fait. Et il n'a aucune maladie.
Mais il en est convaincu. Il ressent une souffrance dans son corps. Je vois le docteur Ben Kiren qui mes questions intervenir, tout à fait. Oui, mes questions bougent des choses en vous. Je suis entièrement d'accord avec ma collègue quand elle dit qu'il ne faut surtout pas parler de maladie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on parle de maladie, on est en train d'engrammer quelque chose et on favorise quelque chose à s'installer au niveau du corps. La psychosomatique, effectivement, c'est une chose qu'on a vécue depuis qu'on a commencé médecine. Ça fait 50 ans de pratique médicale. Et les choses qui m'ont poussé à aller chercher ailleurs, c'est justement le fait qu'on se sente assez compétent pour régler énormément de choses. Et pourtant, des personnes viennent vous voir parce qu'elles ont, par exemple, un symptôme donné. Elles ont vu des médecins compétents, ils leur donnent un médicament. Ça ne marche pas, elle va voir un autre, il lui change le traitement, puis elle vient me voir. Je n'avais pas d'autre ressource que de changer moi aussi de médicament. Je me suis dit, si c'est ça la médecine, moi je n'en veux pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Or, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est quoi? Et cette prise de conscience, en fait, cette réflexion, vous l'avez au bout de combien d'années de pratique? C'est-à-dire que chez moi, ça a mis quand même à peu près 10-15 ans. D'accord. Pourquoi? Parce que j'avais la chirurgie d'un côté qui, elle, marchait bien. C'est du concret, vous enlevez, ça marche, c'est bon. Et la médecine, je me disais, mais pourquoi je ne suis pas aussi compétent en médecine? Je devrais pouvoir te soigner, c'est pas possible. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai eu la chance d'avoir un grand professeur qui est venu à la faculté de médecine faire de l'acupuncture. À Casablanca? À Casablanca. Ok. Et c'est là où, avec quelques confrères, on a fait une formation d'acupuncture. Mais, pris comme j'étais hyper rationnel, d'accord. J'étais dans la logique pure et dure. Je ne crois que ce que je vois, dans la matérialité pure. Je suis parti faire comme cette formation parce que je suis en même temps très curieux de nature. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, par exemple, ça ne marchait pas, alors que j'avais donné des médicaments, je dis, ben tiens, je vais essayer quelque chose. J'ai essayé des petites choses d'acupuncture. Waouh, ça marche. Une autre fois, j'ai essayé, ça ne marche pas. Et je laissais tomber. Oui. Progressivement, je commençais un peu à combiner un peu les deux. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur un livre, Se soigner avec la couleur. Je me dis, c'est quoi ça, se soigner avec la couleur? Eh bien, c'est le professeur Agrapard de Paris, qui est neuropsychiatre. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il m'a dit, vous n'avez qu'à venir voir. Effectivement, je suis parti faire une formation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au cabinet, quand vous recevez quelqu'un qui a un torticolis, c'est quelque chose de matériel, il a mal, il ne peut pas tourner la tête. Eh bien, d'habitude, on donne un ensemble de médicaments, mais il en a quand même pour 1, 2 ou 3 jours avant qu'il ne puisse se rétablir. Là, vous le prenez, vous le mettez dans une chambre noire. Vous le mettez du côté de la douleur, là où il est contracté. Du rouge pendant 4 minutes, suivi de vert pendant 50 secondes. Orange pendant 4 minutes, suivi de bleu pendant 50 secondes. Vous le laissez 20 minutes dans l'obscurité et vous venez le voir ensuite, vous lui demandez, alors, de quel côté vous ne pouvez pas tourner la tête? Il dit, ah, c'est pas possible. Et la personne... On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais on revient, oui. Voilà comment ça fonctionne. Et on va essayer de comprendre aussi. Et donc, c'est là, à partir de là, où j'ai commencé, bien sûr, c'était la soif de trouver d'autres alternatives. J'ai mes armes chimiques que j'ai là, que je peux continuer à donner pour des bactéries, pour des tas de choses. Mais à côté, il y avait d'autres armes qui permettaient justement de faire appel à d'autres ressources que nous ne connaissions pas et qu'on nous n'a pas appris en médecine, à savoir le corps énergétique. L'être humain, ce n'est pas de la matière. L'être humain, c'est à la fois de la matière, de l'énergie et de l'information. En fait, le but, c'est de faire le lien avec la somatisation. Exact. Et comment ça vient soigner alors, aussi quel est le lien? Ok, allez-y, docteur. Comment une affaire psychique peut être transférée au niveau du corps et avoir une action corporelle, matérielle? Ressenti physiquement. Le ressenti physiquement. Bon, on va vous dire, du point de vue, bien sûr, médecine classique, c'est la chimie, bien sûr, qui est transférée, et c'est vrai, effectivement, mais si on ne compte que sur la chimie, ce n'est impossible parce que le corps a besoin de traiter des milliards d'informations à la seconde. Si vous permettez, docteur, on va simplifier les choses dans le sens où on va on va prendre un cas de somatisation. Oui. C'est-à-dire... Voilà. Malia Mabia, je suis très bien. Ok. Je reçois un coup de fil. Oui. Un coup de fil? Quoi? C'est pas possible. Une très mauvaise nouvelle. Ah! Voilà un cas de somatisation.
C'est-à-dire, déjà tout de suite, il y a une action, une information parasite qui est rentrée à travers mon oreille, qui est partie dans le cerveau et qui a entraîné au niveau de mon estomac une inversion du système neurovégétatif. Et la personne se met à vomir. C'est une somatisation. C'est-à-dire, c'est une information psychogène, impalpable, qui s'est transformée en quelque chose de palpable et de réel. Okay. Si maintenant... Mais comment les spécialistes expliquent ce lien direct entre cette information qui va rentrer, qui va me parasiter l'esprit, et son expression physique? C'est-à-dire, il va vous dire que c'est effectivement une information, mais il ne parle pas ce langage. Il ne parle pas ce langage, justement, alors que quand on fait de la médecine énergétique et informationnelle, on se rend compte que finalement, tout est information. C'est l'information qui domine dans le monde. Ok, alors docteur Benkedem, si vous permettez, je vais m'adresser à docteur Mona Lohman, qui est médecin algologue, spécialiste de la douleur, justement. Les migraines, docteur Lohman, est-ce que c'est des problèmes de somatisation également? Parce que beaucoup de personnes souffrent de la migraine. Tout à fait. Est-ce que c'est de la somatisation? Alors la migraine pure, c'est-à-dire une fois qu'on a écarté tous les autres diagnostics de maux de tête, ça reste quand même un diagnostic clinique, c'est-à-dire et d'exclusion. Donc effectivement, quand on fait un traitement approfondi avec ces personnes, il y a plusieurs volets sur lesquels on peut intervenir. Il y a le volet de prédisposition génétique, on est parfois dans des familles migraineuses, et on va à son tour manifester une migraine. Ça, c'est le côté, comment dirais-je, bio-transgénérationnel, d'accord? Mais il y a aussi le fait que cette migraine a un sens pour cette personne. D'un point de vue, non pas allopathique, c'est-à-dire comme un neurologue ou un ORL pourrait voir la migraine, mais d'un point de vue psychosomatique, qu'est-ce que cette migraine provoque en moi? Donc elle provoque en moi un isolement, elle provoque en moi une coupure de la communication avec les autres, et elle me permet de cesser de penser. Donc cette lecture psychosomatique des effets du symptôme pourrait m'orienter vers effectivement voir quel est le souci. Alors nous avons les migraines du dimanche, les week-ends, ça c'est connu, les migraines du lundi matin. Voilà. Ces migraines du dimanche, c'est quoi? Alors les migraines du dimanche sont une piste ouverte à voir quel est l'environnement de la personne pendant les week-ends qui pourrait symboliquement l'amener à déclarer une vraie migraine dans son corps. Okay. Alors d'un point de vue d'hygiène de vie, on peut aussi travailler sur les facteurs déclenchants, que ce soit les troubles hormonaux, que ce soit certains aliments qui sont très connus. Et donc ça reste de la psychosomatisation pure? Voilà, c'est-à-dire que c'est l'expression d'un mal-être psychique. Tout à fait. Par une douleur physique. Comme disait mon collègue, vous avez une information en fonction de mon appareil psychique, soit je vais intégrer cette mauvaise nouvelle, je vais accuser le coup, je vais peut-être me sentir mal pendant un moment, mais je serai capable de digérer, entre guillemets, de processer l'information. Mais par exemple, en tant que téléspectateur lambda, je peux comprendre l'exemple. Et communément dans notre langage, dans notre dérija, on dit « msarnit qlbo », c'est-à-dire qu'on ressent physiquement cette information qui m'a perturbée. Mais si je parle d'une migraine et d'une migraine chronique, oui. À ce moment-là, j'ai du mal à faire le lien. Alors je reprendrai un exemple déjà, puisque vous avez ouvert le... Non, mais... Et un certain environnement me fait mal à la tête, c'est-à-dire qu'il me sature sur un plan fonctionnel au niveau de mes capacités de gestion. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut faire une enquête réellement, comme on va faire une enquête sur le terrain des facteurs... Qu'est-ce que vous retrouvez, une seconde, docteur Benkedem, qu'est-ce que vous retrouvez, je ne vais pas dire communément, mais qu'est-ce qui peut ressortir de l'enquête, justement? Cette somatisation, elle est due à quoi? Pour moi, la migraine, de manière très générale, les cas spécifiques sont là pour démontrer le contraire, mais de manière très générale, c'est une personne, en général une femme, qui n'est pas conforme avec les pressions exogènes, les pressions de l'extérieur qu'elle reçoit. Donc, au bout d'un moment, elle éprouve le besoin inconscient de se couper de cet environnement qu'elle juge trop toxique pour elle. Voilà. D'accord, ça c'est la trame un peu générale. C'est la trame un peu générale. Alors, elle peut être en surcharge dans le domaine du travail, elle a beaucoup de pression, elle est dans un poste à responsabilité, elle peut être en surcharge avec beaucoup d'enfants, un environnement familial contraignant. Donc la migraine me permet de couper et de m'isoler. Ok. On va essayer de retrouver, de voir d'autres exemples. Allez-y, docteur. Je peux compléter oui, bien ce qu'a dit ma confrère et ma collègue qui a entièrement raison. Premièrement, quand vous avez parlé de génétique, il y a une petite part effectivement de génétique. Mais, une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire? Quand on a fait le codage des gènes de l'être humain,
on pensait qu'on allait pouvoir tout soigner. On a décodé tout. L'ADN. Oui, on s'est Ok. rendu compte que finalement, qu'il n'y a que 10% de l'ADN qui est codé. Et les 90%, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de l'ADN poubelle. Quoi? Le corps est capable de faire autant de gâchis et de dégâts? Ben, il s'avère que les études scientifiques ont montré que ces 90% représentent ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est une ADN informationnelle, c'est-à-dire un cumul d'informations parasites que j'ai vécues, des vécus, font qu'au niveau de ma génétique, il y a carrément, parce que l'information, elle pénètre à partir de la membrane cellulaire, et c'est là, elle va entraîner des modifications au niveau épigénétique. Et quand elle atteint un certain niveau, le corps se met à réagir. Et il réagit comment? Par un excès de charge électrique, électromagnétique, un excès de photons et de photons de lumière. C'est trop compliqué, docteur. Comment je peux le comprendre? Moi, j'ai eu du mal à vous suivre. Pour compliquer. Pour simplifier. Pour simplifier. Oui. Une personne a un vécu trop important. OK. Tout s'accumule dans le corps, ça il faut le savoir. Oui. C'est-à-dire, Donc ça reste à tout l'intérieur reste du dans corps. le corps, D'accord. à l'état potentiel. Chaque organe, c'est comme un baril. OK. On le remplit. Dès qu'on arrive au sommet, ça déborde, c'est le symptôme. D'accord. C'est simple ça? C'est simple, oui. Donnons l'exemple de la colère. Je subis des colères, des contrariétés et des colères. Quel est le méridien au niveau énergétique qui prend en charge la colère? C'est le méridien de la vésicule biliaire. D'accord. Les personnes commencent à faire des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Et le méridien de la vésicule biliaire, il part du gros orteil, il longe ici, et il va jusqu'ici au niveau des tempes. Et vous venez au niveau de la main, dans le physiothérapie, vous prenez le nerf de la vésicule biliaire, il est douloureux d'un côté et pas de l'autre. Pourquoi il y a cette surcharge-là? Pourquoi une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche? C'est parce que cette colère, c'est une énergie qui est emmagasinée. Mais elle devient trop importante pour le corps. Le voltage dépasse la norme. Donc, vous, et ça docteur, déclenche la douleur. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Mais bien sûr, c'est-à-dire la maladie et le symptôme, il n'est pas contre nous. Il est là pour nous dire qu'il y a un problème quelque part qu'il faut régler. Mais il ne faut pas faire que de l'antisymptôme. L'antisymptôme. Le corps n'est pas bête. Le corps, il est intelligent. Il y a un médecin guérisseur dans le corps. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas remplir sa fonction subitement? Parce qu'il est dépassé, parce qu'on n'est plus dans la lignée, on n'est plus avec soi-même, déjà en lutte et en guerre avec soi-même. Mais aujourd'hui, la médecine classique s'intéresse, la médecine standard s'intéresse aux symptômes, mais s'intéresse de plus en plus à ces médecines alternatives. Justement, vous, docteur? Mais malheureusement, pas assez. Malheureusement, pas assez. Et moi, je fais un appel à mes confrères pour qu'ils s'intéressent et qu'ils souffrent. Je suis moi-même comme eux. Je sais donner des médicaments comme eux, mais il est temps de sauver. Pourquoi? Parce que en 50 ans, on n'a pas encore résolu ces problèmes psychosomatiques. Or, depuis que je pratique ce genre de thérapie, alhamdoulilah, on a soulagé et soigné énormément de personnes. Alors pourquoi les médecins n'en profiteraient pas? Parce que s'ils ne le font pas, les gens sont malades, ils expriment de la douleur, ils vont aller ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de personnes qui ne sont pas médecins et qui font des formations pour soigner les gens. Et il y en a de plus en plus. C'est dangereux? Un peu partout dans le monde. Bien, c'est dangereux. Mais bien sûr que c'est dangereux parce qu'il faudrait quand même avoir tout un bagage. Maintenant, ils peuvent, avec certaines techniques, essayer de soulager. Ben, c'est mieux que de laisser la personne à souffrir. Okay. Mais il ne faut pas s'improviser médecin. Il faut quand même, c'est une responsabilité. Alors, docteur Mouna Lohman, la somatisation, l'expression d'une douleur psychique via le corps, via une expression physique. On a parlé de la migraine et du langage de la migraine. Est-ce qu'il y a d'autres somatisations classiques à côté de la migraine? Alors écoutez, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit mon collègue sur deux points bien particuliers. Bien sûr. Pour moi, la médecine allopathique, ce qu'on appelle la médecine conventionnelle, a été très performante, notamment en chirurgie, je fais référence à votre spécialité de base, pour régler la concrétisation, la dernière étape de la concrétisation du symptôme. Okay. C'est-à-dire que moi, je donnerais une image d'un iceberg et la médecine allopathique traite excellemment bien la pointe de l'iceberg. La psychiatrie traite les problèmes mentaux.
Mais ce dont nous parlons en termes de psychosomatique, c'est que ces personnes n'ont pas de problèmes mentaux. Elles sont en surcharge. Lui, il dit énergétique parce qu'il est orienté vers ces techniques. Moi, je dirais en surcharge par rapport à leur système d'analyse de l'information. Donc la psychothérapie, qui est une autre forme d'entrée pour régler ces différentes, comment dirais-je, ces différents déséquilibres à l'intérieur, permettent à la personne de faire remonter de son inconscient toutes ces informations douloureuses, traumatisantes, qui n'ont pas pu être gérées correctement à un moment déterminé, soit parce qu'elles étaient trop fortes. L'appel téléphonique, votre mère est décédée par exemple, sur le moment c'est un tel choc, il y a des dénis, il y a des mécanismes de défense du corps qui vont permettre de garder l'intégrité, c'est-à-dire de garder sa tête, si je peux me permettre l'expression. Et après, il faudra tôt ou tard, traiter ces informations. Sinon, elles restent, comme dit mon collègue, stockées dans le corps. Tout à fait. D'accord ? Oui. Alors, un autre exemple de somatisation en matière de douleur, c'est par exemple les deuils, les vrais deuils, la perte d'un être cher qui n'ont pas pu être processés correctement. Donc il y a des gens qui ont du mal à passer par les différentes étapes du deuil, c'est-à-dire le déni, ensuite la période de pleurs, etc. Et ensuite l'acceptation du fait, et ensuite la sublimation en disant que je me rappelle de ma mère ou de mon père, tout en gardant quand même une intégrité émotionnelle. Ces deuils qui n'ont pas été bien faits finissent par passer au niveau du corps. Et on a une vraie douleur, mais cette douleur pour moi elle est en image de la douleur morale que j'ai ressentie au moment de la vraie perte. Je ne sais pas si vous oui. Je vous suis dans le développement. Allez-y. Donc, quand on a des syndromes douloureux chroniques fonctionnels, type fibromyalgie, type colopathie fonctionnelle, type migraine, où on n'a pas de substrat anatomique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause organique. Le patient est en détresse parce qu'il s'adresse à une médecine allopathique qui ne peut intervenir que quand il y a une cause. On a tous été formés dans les mêmes universités et on nous a formés dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Arrêtez de somatiser, qui est pour moi une fin de non-recevoir. Et c'est presque le patient a honte de cette phrase, de cette pas reconnu. Alors, voilà. vous voyez par exemple les personnes souffrant de fibromyalgie, elles sont dans une démarche de reconnaissance de leur maladie parce que justement il n'y a rien dans le bilan. Et pourtant il y a souffrance. Donc pour un algologue, il est important de recevoir la souffrance de l'autre et ensuite on va essayer de savoir... Mais est-ce qu'on traite la douleur justement? Est-ce qu'on la traite par des antalgiques? Est-ce qu'il faut calmer le symptôme avant de le travailler? Tout à fait. Il y a pour moi la prise en charge, d'abord calmer le symptôme. De toute façon, si vous avez une douleur sur une échelle de 0 à 10 à 8 sur 20 sur 10, vous n'allez pas me parler, vous êtes plus vous-même. Donc on utilise l'arsenal chimique pour pouvoir descendre chimiquement les niveaux de douleur. Et à partir de là... Parce que la douleur est ressentie physiquement, elle existe, oui, elle est à là. partir du moment où vous me dites j'ai 8 sur 10, moi je ne questionne pas. Je ne questionne pas. Pour moi, la probabilité que vous soyez une simulatrice, en dehors de toute pathologie psychiatrique, est vraiment minime. Et je ne suis pas votre assurance, je suis votre médecin. D'accord? Et ça, on le voit. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par les assurances. C'est l'esprit qui simule, en fait, cette douleur. L'esprit exprime un problème qui n'a pas été résolu à l'étage psychique, donc il n'a pas d'autre moyen pour vous faire réagir que de le faire passer par votre corps. Docteur Munkhelen. Voilà, je prends. De le faire passer par votre corps. Et je suis entièrement d'accord. Alors, je vais ajouter quelque chose. Et ça va nous faire rejoindre, parce que dans le cadre de la psychothérapie et de ce que je fais, l'énergie suit la pensée. Quand on pense à quelque chose, on mobilise de l'énergie. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on a un déni, quand on a un refus, quand on a un deuil qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui se passe? C'est carrément une cristallisation de l'énergie dans le corps, une cristallisation. Où est-ce que ça va cristalliser? Nous avons un tissu magique dans notre corps et qui est tout le long de notre corps. Et c'est là où je vais rejoindre la fibromyalgie, c'est le tissu conjonctif, c'est le fascia. Le fascia, c'est comme une toile qui va entourer le cerveau, c'est les méninges, qui vont entourer les poumons, c'est la plèvre, elle entoure le cœur, c'est le péricarde, et tous les organes abdominaux, et elle va entourer tous les muscles, et c'est elle qui va former les tendons et les ligaments. Pourquoi le fibromyalgique a énormément de points douloureux? Parce que il a tellement de... C'est pas uniquement au niveau de l'utérus? Non. La fibromyalgie, mais c'est des zones... Alors, par définition, maintenant, quand ils ont commencé à parler de fibromyalgie en médecine classique, si vous avez 10 points douloureux dans tel endroit, vous avez peut-être...
On peut avoir ce qu'on appelle des nœuds énergétiques ou dans tous les endroits où il y a des articulations déjà, c'est des zones de blocage énergétique. C'est pas uniquement au niveau de l'utérus? Non. Fibromyalgie, c'est-à-dire une algie au niveau des tissus fibreux et musculaires. D'accord. Or, chaque fois qu'on a un stress important, c'est un excès d'énergie électromagnétique comme un voltage et qui va, heureusement qu'il est amorti par ce tissu conjonctif, le corps va l'envoyer dans ce tissu conjonctif. C'est comme une poubelle. Il l'envoie, jusqu'au moment où il y a une surcharge. Or, comme le tissu conjonctif est ce qu'on appelle piézoélectrique, il est très sensible à l'électricité, eh bien, le survoltage est dans la douleur s'installe. Or, comme elle a dit, il faut donner des calmants pour calmer la douleur, mais il faut parallèlement décharger ce tissu conjonctif. Mais on ne nous a pas appris à faire ça en médecine classique. Il est là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens après. Qu'est-ce qui se passe après? Des doigts qui commencent à se tordre. Des doigts qui commencent à se nouer. Mais c'est ça qui est impressionnant dans la somatisation, c'est que la maladie devient véritablement physique et elle attaque l'organe. Et comment? C'est-à-dire que ça ne... Exact. Pourquoi, justement? Pourquoi? Voilà, parce qu'il faut utiliser la formule d'Einstein. E égale mc2. Énergie, matière et la lumière, 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, la matière peut se transformer en énergie et l'énergie en matière. C'est comme ça qu'on forme des masses. C'est comme ça qu'on forme des tumeurs. Alors, ça, Kbira, c'est une accumulation énergétique qui est énorme, contrariante. Elle modifie la vibration au niveau cellulaire parce que tout doit vibrer à une certaine fréquence. Alors, Dr Benkiren, comment vos collègues accueillent votre discours? Je vous pose la question, mais on y répond juste après la pause. On reste ensemble sur Médien TV, c'est un plaisir d'être avec vous. On parle de somatisation avec deux grands spécialistes et on parlera également du check-up ou du bilan santé en dernière partie d'émission avec le Dr Tawfeq Bouhmidi. A tout de suite. C'est un plaisir d'être avec vous sur Médien TV. Dans On se dit tout, on continue cette discussion sur la somatisation avec deux grands spécialistes, Dr Benkiren Saadi Mohamed. Merci d'être là. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes médecin ORL, chirurgien maxillofacial et vous vous êtes spécialisé dans la chromothérapie, l'acupuncture, la sujocthérapie. Vous êtes spécialiste en biorésonance et en pranathérapie. Et puis j'ai avec moi également Dr Mona Lohman. Merci d'être là. Vous êtes médecin généraliste, médecin algologue, c'est-à-dire que vous soignez la douleur. Vous êtes également psychothérapeute et médecin psychosomaticien à Casablanca. Vous pratiquez tous les deux à Casablanca, justement. On continue cette discussion sur la somatisation. Docteur Benkiren Saadi, vous disiez, voilà, la médecine, en tant que médecin, on nous a appris à soigner d'une certaine manière, mais on ne nous a pas montré certaines choses. Et je vous posais la question, comment vos collègues accueillent votre discours? Parce qu'il n'est pas nouveau. Le discours n'est pas nouveau, c'est-à-dire que je leur dis, s'il vous plaît, vous avez besoin d'aller faire des recherches et voir ce qui se passe ailleurs. Parce que ce dont je parle se pratique ailleurs. Et actuellement, 50 à 60% des gens se soignent de cette façon, soi-disant, alternative. Or, ce n'est pas une honte de s'occuper de l'alternative. Nous le faisons déjà avec l'énergétique solaire et l'avenir est là. Quand vous dites l'énergie solaire, on parlait de... C'est-à-dire déjà, regardez au Maroc. Nous sommes des pionniers dans l'énergie solaire, c'est magique. Ben, il est temps aussi qu'on utilise l'énergie solaire pour notre corps, parce que le soleil qui rentre dans notre corps, il rentre sous forme de lumière. Or, le corps se nourrit de lumière. Et si on va plus loin dans l'analyse au niveau de la physique quantique, et non pas dans la physique de Newton, qui est la matière pure, eh bien, nous sommes faits de lumière cristallisée. Nous sommes faits de biophotons. Or, les biophotons, leur particularité, c'est quoi? Ce sont des grains de lumière qui agissent à la fois en tant qu'ondes et particules. Et ce sont elles qui font le lien psychosomatique. Vous soignez par la lumière? Par la lumière. Par la lumière. Donc, prenez des tranches du corps. Il y a certaines tranches du corps qui ont besoin de plus de bleu que d'autres. Il y a certains organes qui ont besoin de plus de rouge que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un vrai code-barre coloré au niveau du corps et au niveau de chaque organe. Vous me parliez en off du cas très connu pour soigner l'ictère du nourrisson. Exactement. Regardez, les pédiatres qui se rient un peu de ce qu'on fait parfois, et quand je leur pose la question, tiens, avant, on ne faisait pas ça de mon temps, et maintenant, pour soigner l'ictère, qu'est-ce que vous faites?
vous utilisez du bleu coloré sur un nourrisson. Eh bien, c'est quoi ça? C'est de la chromothérapie. Oui. Alors, pourquoi il ne vous vient pas l'idée qu'on puisse, avec cette même couleur, soigner autre chose, ou bien avec d'autres couleurs, soigner autre chose? Je reviens vers vous, docteur Mouna Rahman. Vous étiez d'abord médecin généraliste et puis vous êtes allé vers toutes ces autres spécialités. Pourquoi, justement? Alors, dans mon cas, ça a été très clair. C'est un patient, dont je me rappelle parfaitement, qui avait une douleur neuropathique et qui m'a mise en échec. De traitement? De traitement. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il doit y avoir autre chose que je puisse proposer à ce patient-là. Donc, j'ai été amenée à l'envoyer, à l'époque je travaillais à Barcelone, à l'unité de la douleur de l'hôpital référent. Et j'ai décidé d'accompagner ce patient pour voir qu'est-ce qu'on allait lui proposer de plus dans cette unité de la douleur. Et c'est là que j'ai compris finalement qu'il y avait énormément de choses que je ne connaissais pas et auxquelles je pouvais avoir accès. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des formations diplômantes au niveau des universités qui permettent aux médecins de continuer à se former. Et là, je cite la psychothérapie dans le cas de la douleur chronique de type TCC, il y a de l'hypnose clinique, il y a de l'acupuncture qui est enseignée au niveau... C'est réglementé. Codifié, exactement. Je vais vous donner juste un exemple par rapport aux constellations familiales. Et il faut savoir que dans un collège de médecins, je cite celui de Barcelone, ce sont des formations qu'on enseigne aux médecins généralistes par rapport aux maladies qui se répètent génération en génération. Voilà, comprendre pourquoi il y a des familles de migraineux, des familles d'hypertendus, etc. Diabétiques. Et je rebondis sur le concept d'épigénétique. On peut avoir le gène, mais s'il n'y a pas l'environnement qui va stimuler ce gène ne peut ne pas s'exprimer. D'accord. Donc, les autres corps médicaux ailleurs ont quand même pas mal évolué par rapport à ce concept-là. Alors, justement, on a parlé tout à l'heure de la migraine. Je vais vous poser la question par rapport à la colopathie fonctionnelle. C'est un trouble, un syndrome, comme l'appellent les gastro-entérologues, c'est un syndrome, mais auquel on ne connaît pas véritablement la cause, justement. Est-ce que pour vous, c'est une forme de somatisation du corps? Et qu'est-ce que la psychothérapie peut apporter à ce syndrome? Alors, une colopathie fonctionnelle, comme tout syndrome douloureux fonctionnel, reste un diagnostic d'exclusion. Ça, je veux bien, j'insiste sur ce point-là, parce que on passe pas à la psychosomatisation d'emblée. Il faut d'abord s'assurer qu'effectivement, le passage par un spécialiste correspondant est absolument obligatoire. Donc, moi, dans mon consultation, je ne reçois pas les patients qui n'ont pas été correctement bilantés. Ok. Donc, pour la douleur, même pour une douleur, pour une hernie discale ou pour quelque chose de bien concret. Dans le cas de la colopathie fonctionnelle, dans les grandes lignes, on va dire que c'est une hyperréactivité du côlon, soit à des aliments déterminés, soit à des situations stressogènes. D'accord ? Donc, le côlon réagit de manière exagérée à des stimulations émotionnelles. D'accord, entre autres. À part certains aliments, effectivement, qui provoquent des gaz, etc. Mais ça ne va pas être fonctionnel, en fait. Si c'est les aliments. Fonctionnel parce que, oui, bon, les aliments sont un facteur déclenchant, mais ce n'est pas l'aliment lui-même qui a provoqué cette hyperréactivité. Donc, on peut aller dans les cas extrêmes jusqu'à faire une biopsie, et à ce moment-là, on trouvera, à part cette inflammation, rien de particulier. Ces patients, par contre, réagissent très bien à toutes les techniques de relaxation et de méditation faites dans une visée antalgique, d'accord ? C'est-à-dire pour traiter la douleur. Le contrôle de leur stress, la prise de conscience des situations stressogènes et le fait qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux. Je suis dans une démarche où le patient reprend le contrôle de la situation, mais dans un sens de prendre soin de lui, de comprendre qu'il y a des situations qu'il doit gérer autrement. Et ça vient dire quoi, en fait? Par exemple, pour la migraine, vous avez dit ça pousse la personne à vouloir se retrouver seule. C'est un besoin, en fait. C'est un indicateur de surcharge. Alors qu'ensuite, on va retrouver au niveau du corps par rapport à son énergie. Mais sur un plan psychothérapeutique, puisque vous avez posé la question sur ce registre-là, la prise en charge va permettre au patient d'identifier ses émotions négatives, ses peurs, ses anticipations négatives notamment, et puis voir comment il se comporte dans son quotidien pour pouvoir résoudre cet excès de tension qui reste bloqué au niveau du corps et qui, cette fois, s'exprime au niveau de l'appareil digestif. Dans le fibromyalgique ou la fibromyalgique, en général, elle s'exprime au niveau des fascias, comme l'a bien expliqué mon collègue. Ok. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter la place de l'émotionnel dans tout ça. Parce qu'il a été prouvé par une médecine qui date de plus de 3000 ans que différentes émotions agissent sur différents organes. Si on prend par exemple le côlon, le poumon et le gros intestin, ce sont les organes qui accueillent au maximum ce qu'on appelle l'émotion de tristesse. Et l'émotion de tristesse en excès mène jusqu'à la dépression. Le foie, il gère tout ce qui est en rapport avec la colère. Les reins,
tout ce qui est en rapport avec la peur. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez que l'émotion, qui est une énergie fondamentale effectivement, joue le rôle de médiateur pour vous véhiculer l'énergie. Quand je prends la colopathie fonctionnelle, il y a un autre facteur qui intervient, ce qu'on appelle les dystonies neurovégétatives. C'est quoi? C'est-à-dire un déséquilibre du système sympathique et parasympathique. Or, ça, c'est un système capital parce qu'il innerve l'ensemble de l'organisme et il fait partie de ce qu'on appelle du subconscient. Or, vous avez un sympathique droit et un sympathique gauche et vous avez le système parasympathique. L'un accélère, l'autre freine. J'ai 70% de mes patients qui ont cette dystonie neurovégétative et on ne fait pas le diagnostic. Il faut certains appareils pour le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est physique ou moral? Ça finira. Non, quand vous dites moral, c'est comme si vous voulez absolument dissocier l'esprit. J'ai juste besoin de visualiser, voilà. En fait. Nous sommes un corps, une âme, un esprit. Oui. Avec des émotions et une conscience. Tout ça entre en ligne de jeu dans la fabrication de soi-disant la pathologie. Si on a des perturbations émotionnelles qui persistent, ces perturbations vont entraîner une diminution de la fréquence vibratoire d'un groupe cellulaire donné et ça ralentit jusqu'au moment où il y a une condensation qui se forme. Là, l'énergie se transforme en matière et c'est le fibrome, et c'est le myome, et c'est le kyste et ainsi de suite. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, alors qu'on n'a rien trouvé quand on fait même des check-up réguliers, eh bien, il se peut que, tant que ça n'a pas débordé, on ne trouve rien, mais à partir du moment où une autre émotion est venue s'ajouter, ça fait déborder, et c'est là où on risque de se retrouver avec quelque chose. Donc, il ne faut jamais rejeter quelqu'un qui a un problème psychosomatique parce qu'on n'a rien trouvé, parce qu'il risque de faire par la suite le problème. Docteur Lohman. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur cette question qui est réitérative chez vous et qui reflète bien un petit peu l'incompréhension des gens qui ne sont pas engagés dans ce processus. Absolument. Voilà. Il faut absolument que ce soit clair. Notre tête n'est pas dissociée de notre corps. Alors, on va quand même réviser la célèbre formule de Descartes, je pense, donc je suis. Moi, je proposerai, je sens, donc j'existe. Voilà. Donc, nous fabriquons continuellement des processus qui ne vont pas s'exprimer au niveau du corps tant qu'on résout ces conflits, ces frustrations, ces colères, ces agressions de l'extérieur, ne serait-ce qu'en vivant à Casablanca, on est largement servi. Tant qu'on arrive à trouver un équilibre, le corps est en hémostasie, il arrive à survivre. Quand la charge dépasse mes capacités de gestion en tant que corps, à ce moment-là, le symptôme apparaît. Mais le corps est capable d'absorber énormément de chocs. C'est pour ça qu'on dit souvent, en matière de cancérologie, nous fabriquons des cellules cancéreuses tout le temps. Mais 99,9%, je dis un chiffre aléatoire, sont naturellement éliminés par le corps. À partir d'un moment de saturation, ça bascule. D'accord. Donc c'est quoi s'il y a un mot, un message à retenir, c'est se recentrer sur soi, s'occuper de... Apprendre à se lire, apprendre à lire le symptôme, pas comme quelque chose qu'il faut absolument rien que combattre. Oui. On soigne la douleur, on soulage la douleur, comme Madame a dit, ma confrère a dit, mais en même temps, on cherche à comprendre pourquoi ce symptôme. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parfois, vous savez, quand j'ai parlé de l'âme, il faut parler aussi de l'âme. Quand nous venons au monde, nous avons une âme en nous. Or, est-ce que nous sommes en accord avec notre âme ou pas? L'âme est là pour nous indiquer que nous ne sommes plus dans sa direction. Eh bien, on va s'arrêter là, docteur. Merci beaucoup, docteur Benkiran Mohamed Saadi. C'était un plaisir de vous avoir. Docteur Mouna Lohman, merci aussi pour ce grand moment de partage. Au plaisir de vous retrouver prochainement. On peut vous regarder à nouveau sur mediantv.com. Moi, je reste avec vous. On va parler du bilan de santé avec un généraliste, le docteur Bouhmidi. À tout de suite. Et donc on enchaîne cette fois-ci avec notre interview santé. Je reçois pour cela le docteur Tawfiq Bouhmidi. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Vous êtes médecin généraliste sur Rabat. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous remercie, plaisir de partager. Merci Sidi. Avec vous aujourd'hui, le point sur le check-up ou ce qu'on appelle communément le bilan santé. Donc on va voir avec vous l'importance et l'intérêt de ce bilan santé, étape par étape. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, quand on parle de check-up ou bilan de santé, en fait, c'est un terme générique. Le bilan de santé, ça commence d'abord et avant tout par l'examen clinique.
L'examen clinique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est l'examen que va faire le médecin à travers ses 5 sens et ses 10 doigts. Et à partir de là... Et ses observations. Et ses observations. Absolument. Palper et observer. C'est-à-dire ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, et puis ses 10 doigts. Donc ça, c'est à partir de là que... Mais c'est un examen clinique qui est codifié quand même. Absolument, absolument. Okay. Il a fallu pour cela un long apprentissage voilà. d'un certain nombre d'années en faculté. En fait, c'est quand on va chez un médecin généraliste et qu'il palpe le ventre, qu'il regarde le fond des yeux, c'est ça que vous appelez l'examen clinique? Exactement. Donc c'est l'examen qui est fait tout simplement, comme je vous l'ai dit, avec les 5 sens, avec et les 10 doigts, c'est-à-dire il est là, il vous observe, il voit d'abord quelle est votre mimique, est-ce que vous avez donc un faciès qui est figé, qui est typique de celui d'une personne déprimée par exemple. Il vous regarde comme ça, il peut voir par exemple que vous avez une petite boursouflure sur le côté du cou, et pour lui ça signe peut-être un goitre. Il va donc voir l'ensemble de votre morphologie déjà d'emblée lorsque vous entrez, comment dire, pour lui dire bonjour, vous n'êtes même pas encore assis, qu'il a déjà un certain nombre d'informations sur vous. C'est la première phase de l'examen clinique qu'on appelle l'inspection. Ok, mais juste une petite nuance, docteur Bouhmedi. Lorsqu'on arrive pour un check-up ou un bilan de santé, est-ce qu'il faut être malade? Est-ce qu'on va chez le médecin parce qu'on est malade? Ou pour vous, il faut le faire à un moment justement de l'année, on va voir à quelle fréquence, où on se sent bien, on se sent en forme? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Bien sûr, lorsqu'on est malade, on va voir le médecin, mais on ne peut pas se dispenser de l'examen clinique. Parce que tout bilan, si je prends ce temps pour vous expliquer l'examen clinique, c'est parce que tout ce qui va être fait en dehors de ce travail fait par le médecin, uniquement par ses moyens humains, eh bien, ça s'appelle tout ce qui va être fait par la suite, examen de laboratoire, examen d'imagerie, quelque examen que ce soit, ça s'appelle un bilan, un examen paraclinique. Ok. D'accord? Donc il y a l'examen clinique qui est fait, et ensuite il y a l'examen paraclinique qui va contenir donc tout le reste des paramètres que l'on va donc essayer que l'on va rechercher. Et bien entendu, on ne va pas rechercher à l'aveugle. Pour cela, il faut au préalable avoir fait un inventaire. Cet inventaire se fait d'abord cliniquement. Bien. Alors, quand je vous ai dit qu'il y a plusieurs questions dans votre question, alors c'est parce que, bon, le patient peut avoir ce qu'on appelle un signe d'appel. Il tousse, il a mal, il est fatigué, et à partir de là, il se dit « je dois aller consulter ». Il va voir le médecin, surtout quand il s'agit du médecin traitant, parce que, qui est le médecin généraliste, parce que le médecin généraliste agit en transversal par rapport à l'ensemble du corps médical spécialisé, eh bien, le médecin généraliste sera obligé donc de voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, autant votre faciès pour voir si vous avez un premier signe d'appel ou de présomption de dépression, un éventuel... Mais par exemple, pour vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs? D'avoir une routine, un rythme régulier du check-up, du bilan de santé, sans se sentir malade, en dehors d'une phase de maladie, que ce soit une phase de maladie, on va dire, même légère, une petite grippe, une angine, quelque chose comme ça, c'est-à-dire se dire une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans, on va voir justement ce que vous conseillez, ce que les spécialistes conseillent, allez faire un check-up. Alors voilà, j'étais en train de vous dire qu'il y a le bilan paraclinique, c'est-à-dire ce bilan complémentaire fait par les analyses, puisque c'est le terme générique que tout le monde peut comprendre, les analyses, la radio, l'IRM, etc. Donc, qui pourrait être demandé, si c'est justifié par lorsque l'examen clinique
impose une exploration complémentaire de manière à arriver à un diagnostic, puis une prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire un traitement adapté, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour ça que je vous avais dit, il y a plusieurs questions dans votre question, effectivement, il s'agit de faire des bilans périodiques. Okay. Alors, lorsqu'on parle de check-up ou de bilan de santé, il faut savoir que ces mots sont d'abord synonymes, l'un est anglo-saxon, check-up, bilan de santé. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est en français. Il y a des bilans périodiques, mais ce sont des bilans périodiques, il est sûr que vous n'allez pas faire le même bilan à un enfant qu'à, par exemple, une personne qui a 50 ans. Absolument. Donc on va y aller, on va détailler assez rapidement. Un bilan périodique pour une personne en bonne santé, là on parle vraiment de la personne en bonne santé, c'est à partir de quel âge? Ben écoutez, vérifier pour vérifier, comme on dit. Déjà lorsque, comment dire, l'enfant naît, il bénéficie de ce bilan périodique auprès du pédiatre tant qu'il est nourrisson. Tant qu'il est nourrisson, puis après jeune enfant, vers l'âge de 5-6 ans, et 6 ans plus tôt, il fait donc son rappel de vaccination. À ce moment-là, c'est toujours le pédiatre qui le prend en charge. Et accessoirement, quand le pédiatre n'est pas disponible, le médecin généraliste peut le prendre en charge sans aucun problème. Alors, docteur Bouhmidi, ce que je vous propose, c'est de véritablement détailler un petit peu ce qu'on pourrait appeler un programme de bilan périodique. Vers quel âge le premier bilan périodique, en dehors du suivi classique du pédiatre, serait conseillé aux parents? On va parler donc du petit enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adulte. Allez-y. Alors, vous voulez dire un bilan périodique... Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, pour un enfant à partir d'un certain âge? Normalement, il faut voir son médecin traitant au moins une fois par an, que l'on ait quelque chose ou que l'on ait absolument rien. Pour une raison très très simple, c'est parce que la moitié des maladies ne sont détectées que par l'examen systématique. On est là, on ne sent absolument rien, et donc on doit, comment dire, on ne peut les détecter que lorsque le médecin vous examine. Par conséquent, un bilan annuel chez le médecin traitant, qui va faire donc un examen clinique, lequel va l'amener à vous prescrire ou non des examens paracliniques. Et c'est ça ce qui va donc anticiper, commander, si vous voulez, les examens à entreprendre. Ok, donc docteur Bouhmidi, vous l'avez dit, l'important c'est la régularité, rester régulier par rapport à ça, une fois par an, aller voir son médecin traitant, médecin de famille qui est en général le médecin généraliste. Pourquoi? Quelle est l'importance et l'intérêt de cette visite régulière? L'importance, c'est que l'être humain, à partir de sa naissance, traverse différents segments d'âge. Les 2 premières années s'appellent l'âge nourrisson. Ensuite, c'est l'âge jeune enfant. Ensuite, c'est l'âge grand enfant. Ensuite, il y a une toute petite étape qui est l'âge de la pré-puberté. Puis après, c'est l'âge donc de la puberté, l'âge de l'adolescence. Cette même adolescence se trouve segmentée en 2 parties. La première partie, où vous avez cette poussée hormonale, et tous les mamans et les enfants, s'ils le savent, avec cette poussée d'acné qui est le reflet de cette poussée hormonale, plus parfois cette agressivité, puis ce changement de comportement, etc. En général, c'est l'âge du collège. Et puis, donc là, il y a un encadrement et un suivi qui parfois dépasse et déborde les parents. Donc, l'examen médical, à ce moment-là, permet d'abord de savoir s'il n'y a pas de retard pubertaire, si, comment dire, tout se passe bien de ce côté-là, au niveau hormonal. Deuxièmement, ça permet aussi d'aider les parents, parce qu'il faut savoir que le médecin traitant est un accompagnateur d'une famille durant toute une vie. On va connaître un enfant depuis sa naissance, etc., qui va être suivi par le pédiatre, certes, mais
Par la suite, il va grandir et vous allez continuer à l'accompagner jusqu'au jour où vous allez le retrouver marié avec sa situation et lui-même avec des enfants. Alors, donc, vous l'avez dit, par exemple... il y a différents... Excusez-moi, oui, allez-y. Je parlais des différents segments d'âge. Voilà, donc vous avez parlé de l'adolescence. Voilà, exactement. Et l'adolescence se termine aux environs à peu près de 20 ans. Je parle psychologiquement parlant. Hein. Se termine aux environs de 20 ans, puis après vous avez de 20 à 25 ans l'âge adulte jeune. L'âge adulte jeune, c'est un adolescent qui a fini son adolescence. Qu'est-ce qu'on recherche? Quelle est l'importance du check-up pour l'adulte jeune? Qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là? C'est exactement lorsque vous construisez quelque chose, il faut qu'elle soit accomplie. C'est-à-dire, vous vous dites, bon ben, est-ce que ce que j'ai construit est totalement accompli? Donc, à 20 ans, normalement, on doit avoir Mais entre-temps, on a fait un bilan chaque année, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est exact, exact. Mais c'est ce qui a permis, justement, d'anticiper sur les éventuels problèmes, comment dire, qui peuvent être des problèmes simples à régler, ou parfois des problèmes beaucoup plus sérieux. Un ganglion que l'on trouve quelque part, et il s'agit donc de lancer toute une batterie d'examens complémentaires, puis de référer aux spécialistes, etc., de façon à faire un traitement précoce et qui une prise en charge rapide. Exactement. Mais en général, les gens ont peur de ce bilan annuel, parce que dans la conscience collective, c'est presque aller fouiner, rechercher quelque chose. Mais justement... Est-ce qu'on vous dit ça, docteur Bouhmidi? Absolument, mais si vous voulez, une fois la peur dépassée, il se trouve que les patients sont eux-mêmes demandeurs de ce bilan annuel. Donc si vous voulez, cette peur n'est comme un saut d'obstacle en quelque sorte, n'est que le petit obstacle qu'il faut sauter au départ. Merci beaucoup, docteur Tawfiq Bouhmidi. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste sur Rabat. On a fait le point avec vous sur l'importance du bilan de santé, ou ce qu'on appelle communément également le check-up. Merci à vous. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation, la diffusion d'Onzdito sur Rabat et à Tanger également. Un grand merci bien évidemment à vous, chers téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver très très vite sur Médien TV et sur Médien Radio. À bientôt.